Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Salut tout le monde, on est heureux de vous retrouver, Bertrand et moi. Oui, bonjour Bertrand. Janine. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, pas mal de temps. Bertrand, aujourd'hui, on se tient les chaînes droites parce comment je pourrais vous dire? C'est un sujet qui est à débat, c'est un sujet intéressant. Comment contrôler de façon biologique sans être dans un régime totalitaire? Comment t'aimes ça? C'est ça, c'est contrôler sans éradiquer. Ouais. On parle du contrôle biologique pour les fruitiers notamment. OK? Alors, notre objectif. Ça marche aussi là, pour les légumes, mais c'est principalement pour les fruitiers que ça devient assez intéressant. Donc, légumes et fruits, mais c'est principalement pour les fruitiers. Alors, ton objectif, c'est ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. Bon, quel est l'objectif du contrôle biologique? Hein? Je dis bien du contrôle biologique, pas de la culture biologique. Le contrôle biologique, c'est de produire des fruits sains de qualité en réduisant au maximum la présence de ravageurs et en contrôlant avec le minimum d'intervention, tout en n'utilisant pas de pesticides et au minimum, voire aucun biopesticide. Bon, OK. Biopesticide, tu avances ça. Alors, comment on pourrait définir un biopesticide? Un biopesticide, c'est un pesticide biologique, c'est-à-dire qu'il n'a pas... En général, je vais simplifier ça, c'est une molécule qui va se dégrader dans la nature facilement. Alors que le pesticide, c'est des molécules complexes qui mettent beaucoup de temps à se dégrader, OK? Les biopesticides, c'est du soufre, du cuivre, le BT, qui sont des produits naturels qui vont finir par se dégrader. Okay. Mais je rappelle que quand c'est biopesticide, il y a le mot pesticide, et pesticide, ça veut dire tuer. Okay? Il y en a quand même donc, dedans. ça tue. Donc, pour ça qu'on essaye en culture biologique de le réduire. Alors, on pourrait définir comment la culture biologique? On utilise des éléments présents dans la nature. C'est principalement des insectes. On va y revenir là-dessus. Des bons insectes. Je le savais que c'était un régime totalitaire. Tu mets les insectes à contribution. Pour contenir la présence des parasites, OK? Oui. Donc, on met des insectes. Je vous donne l'exemple le plus connu, la coccinelle qui contrôle le puceron. Oui. Ça, c'est du contrôle biologique. Totalitaire. Okay? Non, il n'est pas totalitaire parce que... Non, je vais t'expliquer pourquoi il n'est pas totalitaire. Parce que les coccinelles sont assez intelligentes pour ne jamais tuer 100% des pucerons. Parce qu'elles savent que si elles tuent 100% des pucerons, le prochain lunch, il n'y en aura plus. Il faut qu'elle laisse les pucerons se multiplier oui, pour qu'il y ait un lunch qui continue à arriver. Mais jusqu'à un certain point. Donc, ils ont droit à la vie. Ils contrôlent, mais ils n'éradiquent pas. C'est ça le principe du contrôle et pas éradiquer. Ça l'explique bien. Il n'y a aucun insecte, insecte qui va détruire tous les autres insectes. Parce que le jour où il détruit tous les autres insectes, il n'y a plus rien à manger. C'est final bâton. Il faut qu'il laisse un petit peu, là. Il ne veut pas qu'il y en ait trop, mais il faut qu'il laisse un petit peu pour qu'il puisse continuer à luncher. C'est comme César. C'est ça. Hein? Il lève le pouce ou il baisse le pouce. Alors, les éléments les plus importants du contrôle biologique pour toi, Bertrand, c'est quoi? Question d'attitude. Je savais qu'on entrait encore dans la psychologie. On est toujours dans la psychologie. Qu'on le veuille ou non, les insectes ravageurs, ils font partie du système écologique du jardin, potager, du jardin fruitier. Ils sont là, on ne peut pas les enlever, ils font partie du système. OK? Oui. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi ils sont dans le système. Ils sont dans le système, c'est comme ça. Mais Bertrand, ça fait partie de la diversité. Dans le fond, on parle de la diversité des plantes, mais aussi les insectes. C'est ça. Oui. Mais ils ont une raison d'être, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que s'ils ne sont pas là, ils ne vont pas contrôler certaines choses et ils sont contrôlés par d'autres. Donc, il faut réduire leur présence. Il faut chercher donc à la contrôler et non à la détruire.
C'est très important, cette vision Oui, des oui, choses-là. Il faut passer d'un processus d'éradication et d'élimination à des mécanismes de réduction, d'atténuation et de contrôle. Fait qu'on travaille complètement d'une façon différente que dans les grandes cultures où tu éradiques. C'est ça, Tu on cherche à éradiques, tuer tout. mais ça devient des déserts. C'est ça devient des déserts. Et on évite la destruction des insectes pollinisateurs et bénéfiques. Extrêmement important parce que si vous les détruisez en même temps que vous détruisez vos insectes parasites, c'est pas une bonne idée. Ça va pas bien. Est-ce qu'il existe une approche qu'on pourrait qualifier de globale quand on parle de contrôle biologique? Oui, la tolérance. Face aux ravageurs et rechercher face aux l'équilibre maladies. et non la lutte à outrance. C'est-à-dire, on ne veut pas risquer de déséquilibrer l'écosystème. Hein? Parce que on voit les pucerons qui sont une problématique, les coccinelles arrivent, mais les pucerons sont là pour les coccinelles. S'il n'y a plus de pucerons, il n'y a plus de coccinelles. Donc, les coccinelles, elles, sont de la nourriture pour une autre, pour les oiseaux. S'il y a plus, tout se tient, tout se tient. Donc, il faut essayer d'atténuer les choses, mais pas essayer de les faire disparaître, parce que là, on va casser l'écosystème. Puis là, on va avoir encore plus de problèmes. Tout d'un coup, on n'aura plus de coccinelles. Et là, c'est ce qu'on a vu avec les pesticides. Et là, les pucerons prennent la place, parce que les pucerons, eux, ça ravage, ils ont une petite habitude ils ont une mauvaise habitude de s'habituer aux produits avec lesquels on les traite. Et ça finit même par devenir de la nourriture dans certains cas. Ils sont très résilients, admettons. Oui. Bon. Mais quand on regarde, comment tu l'expliques? Quand on regarde ça, tu dis... les gens, les jardiniers, ceux qui sont attentifs à la nature, ils comprennent ça. Oui. Ils le voient, ils l'acceptent de plus en plus. Et donc, l'autre solution, c'est un jardin fruitier ou un potager biodiversifié. La biodiversité, c'est la clé de tout, c'est la clé de beaucoup de choses, c'est la clé d'énormément de choses. Donc, si vous avez un verger de pommiers, de 25 pommiers les uns à côté des autres, ben, si vous avez un insecte qui se fout dans les pommiers, il se fout dans tous les pommiers. Alors que si vous avez un verger où vous intercalez d'autres plantes et ainsi de suite, ben vous créez de la biodiversité et donc vous avez un meilleur contrôle. Si je ne me trompe pas, Bertrand, on parlait de verger autrefois. C'était poirier, c'était les pêches, c'était tout mêlé. Oui, les vergers, qu'on les connaît aujourd'hui, là, c'est assez récent, c'est aux alentours du début du 20e siècle. Là. Avant ça, il y avait ce qu'on trouvait beaucoup, c'était des vergers maraîchers. Tu avais la diversité là-dedans. En dessous, on faisait du maraîchage. Eh ben, c'est de l'agroforesterie qu'on fait aujourd'hui, là, d'une manière différente, là, avec la machinerie. Mais on avait les arbres au-dessus, qui n'étaient pas des gros arbres, et en dessous, on avait les légumes. Et donc, on avait cette biodiversité. Et on va probablement revenir à ça. Oui. Hein? Oui. Alors, comment prévenir les invasions massives, admettons? OK, on va parler des invasions. OK, on ne parlera pas de massives, juste invasions. Pas de scénario catastrophe. Non, déjà que les gens s'énervent avec juste une invasion, si elles sont massives, là, c'est un problème. La première chose, on évite d'importer des organismes nuisibles quand on va dans les centres de jardin. Quand vous allez dans les centres de jardin, si vous voyez qu'il y a des insectes nuisibles sur votre plante, laissez-la là. OK, si vous voyez des pucerons, vous allez amener les pucerons chez vous, puis les pucerons, ils vont coloniser peut-être d'autres plantes. Donc, l'observation dès le départ. Dès le départ, OK. On installe les bons fruitiers au bon endroit, hein, ou les bons légumes au bon endroit. Donc, connaître les besoins de la plante, le sol. On favorise la biodiversité, hein, je reviens toujours là-dessus. On apporte les bons soins de culture sur la santé du sol, les arrosages adéquats à taille adaptée. Donc, on s'organise pour être le plus proche possible de la nature. On interdit le contact entre les insectes et les plantes. Mais attention, entre les insectes... Et les plantes avec un filet anti-insecte ou un filet anti-oiseau dans le cas des oiseaux. Mais attends, Bertrand. Oui. C'est ça. Là, on va arriver avec une contradiction, puis c'est très correct. On attire les oiseaux dans nos potagers. Oui. Parce qu'ils nous bouffent de la bébite. Oui. Puis après, au moment des récoltes, on met le filet pour pas qu'ils viennent récolter avec nous. C'est ça. C'est ça qu'il faut effectivement. Là, avec et quand on a des filets anti-insectes, il faut aussi faire attention pour la pollinisation. Là, parce que si on met un filet contre les insectes, on met aussi un filet contre la pollinisation. Donc, les plantes qui demandent une pollinisation, il faut jouer un petit peu avec ça. Dans le sens où tu lèves ta toile? Oui, lever la toile, laisser la toile ouverte un petit peu. Donc, ça veut dire que si on laisse un peu la toile ouverte, on va avoir quelques insectes ravageurs qui vont se pointer. C'est pour ça qu'on parle de tolérance tout le temps. Intercepter, éloigner avant les dégâts. Donc, les pièges, les attrape-insectes peuvent être génériques ou encore spécifiques. Par exemple, les serres engluées qu'on utilise pour les pommiers, là, qui vont attirer. Il faut savoir que ça attire... ça a l'air d'une grosse pomme. Là, ça attire les mouches, mais ça attire toutes les mouches, même les bonnes aussi. Puis on peut tromper l'ennemi. Tromper l'ennemi, c'est des pièges à phéromones pour piéger les insectes. Bon,
Alors, les phéromones, on se doute, là, mais chez les Ben, insectes, ça marche aussi. c'est une substance chimique émise par les insectes qui vont déclencher une réaction comportementale chez d'autres insectes. Les phéromones les plus connus, c'est les phéromones sexuels qui servent d'appât pour appâter les mâles avant la reproduction, ou encore celles qui servent sur la communication, guider les insectes, leur déplacement. Oui. On sait que, par exemple, certains insectes, les phéromones, certains insectes vont en dégager au moment où ils vont attaquer les arbres, et les arbres vont, eux, dégager des substances qui vont prévenir les autres arbres qui vont être attaqués. Donc, c'est très, très complexe. Hein. C'est des hormones. C'est des hormones, c'est tout un système hormonal. Oui. Et puis, en général, ce qu'on a, c'est qu'on a un piège à l'extérieur, à l'intérieur des phéromones sexuels femelles. Donc, on a le piège, on met les phéromones sexuels, et les insectes les insectes mâles vont aller là. Puis quand on a éradiqué un paquet de mâles, on a éradiqué un paquet de reproduction. C'est ça. Alors, là, tu achètes ça, dans les Oui, centres les jardins. centres jardins, oui. Puis ils te disent à quel insecte ça s'adresse, etc. On ne pas trop là-dedans, mais les pièges, oui. C'est plus ou moins controversé aussi. Là, c'est plus ou moins controversé. Il faut savoir les mettre au bon endroit. Si tu les mets trop proches, ça va attirer les insectes et tout ça, donc il faut les mettre au bon endroit. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Garant Botanica est une marque de produits spécialement conçue pour le jardinage. Cette marque comprend une ligne d'outils de jardin incluant des sécateurs, des outils à main, des sarcloirs, des fourches et bien d'autres outils, sans oublier des solutions modulables de jardinage permettant de récolter le maximum de votre espace. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, Bertrand, on revient toujours à la même question, la fameuse question de la biodiversité. Comment on la crée sur sa galerie, sur son terrain, tu sais? Okay. Même sur sa galerie, on pourrait. Donc là, la biodiversité, c'est en plantant des végétaux fruitiers, mais aussi des végétaux non fruitiers dans son fruitier et dans son potager. OK? Là, je vais vous donner quelques exemples. Allez sur le site radiolégumes.com parce que vous avez le détail de toutes les plantes. Je vais vous donner la liste des plantes, mais je ne vais pas vous la citer parce qu'on en parle l'après-midi ou la journée. Donc, il y a des plantes les plantes indigènes qui attirent les insectes pollinisateurs. Je vous donne deux exemples. L'agastache fenouil, le bleuet annuel, la bourrache. Les plantes indigènes attirant les insectes utiles, okay? Comme l'asclépiade, le coréopsis, les pilobes, le patoire. Les plantes qui apportent de l'azote au sol vont aider, ça fait créer de la biodiversité, comme les consoudes, les fèves, les haricots. Les plantes qui sécrètent un composé soufré qui chasse de nombreux insectes prédateurs et réduit la présence de certaines maladies. Lève la main. Oui. Les soufres, ça c'est facile à retenir. Bien, le soufre, OK. Donc l'ail, l'asperge, l'échalote, l'oignon, le poireau, c'est soufré. Donc, ils entravent le développement des maladies du sol grâce au soufre qui contiennent. Là, ce que vous mangez quand vous mangez de l'ail, c'est du soufre. Hein, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ail est utilisé contre les vampires. Contre les vampires, parce que les vampires n'aiment pas le soufre, tout le monde sait ça. Les plantes qui éloignent les insectes ravageurs par leur odeur. Alors là, je vous en donne absinthe, basilic, capucine, ciboulette, estragon, laurier sauce. La vaste majorité des plantes, des fines herbes. Oui, puis les géraniums, tu dis les géraniums, oui. à parfum, c'est des géraniums odorants. Ils dégagent. C'est ça. Et les plantes qui attirent les insectes bénéfices et les insectes pollinisateurs, donc vous avez certaines plantes comme l'angélique, l'anis, la consoude, le coquelicot vont attirer les deux. Puis les plantes qui éloignent les insectes ravageurs et attirent les insectes bénéfiques et les pollinisateurs, ça, c'est les plantes jackpot, là. Eux autres, ils font à peu près tout. Fenouil, bourrache, coriandre, hysope, livèche et j'en passe. Non. Vous avez ça sur le site Internet, là, du balado. Fait qu'encore une fois, les fines herbes jouent un très grand rôle. Oui. Puis tu les récoltes en plus, mais
elles attirent. Elles Oui. règlent bien des problèmes, Ben oui. puis elles sont jamais atteintes, Ben ou non, rarement. Rarement atteint. Oui. Alors, qu'est-ce que le contrôle biologique? Alors, On le revient. contrôle biologique, il y a une des aspects du contrôle biologique, à part tout ce que je vous donnais, c'est l'utilisation avec des insectes bénéfiques. OK? On va favoriser les insectes naturels. Donc, quand je vous parle d'insectes utiles, quand je vous parle de pollinisateurs, pardon, où on va introduire des insectes bénéfiques. Je vais vous expliquer tout ça, là, parce que c'est un peu compliqué. Alors, les avantages. On va commencer par les avantages du contrôle biologique que tu nous dis faire avec les insectes. Donc, pas d'utilisation de produits de pesticides, voire pas d'utilisation de biopesticides qui se retrouvent dans les fruits et dans l'environnement. Mhm. Pas de résistance des insectes ravageurs aux pesticides ou aux biopesticides. Bon, le chat qui passe. C'était le chat, c'est pas les insectes, ce coup-là. Donc, les insectes ravageurs, ils sont résistants. On a vu que des pucerons, quand on les traitait avec un produit, on les traitait, puis à un moment donné, on s'est rendu compte que ce produit-là, non seulement ça les tuait plus, mais en plus de ça, ils s'en nourrissaient. Ah, c'est fou, OK. hein? Il s'adapte à ce Et donc, point. c'est pour ça que vous avez souvent, quand on vous a utilisé des produits, on vous dit de changer de produit de temps en temps pour Oui. pas que ce soit toujours le même produit, parce qu'il y a une accoutumance qui se fait. Donc, il faut faire attention. Parce qu'en fait, c'est comme si on pratiquait l'homéopathie avec nos insectes qu'on veut pas. On C'est leur ça. en donne à petite dose pendant longtemps, bien, ils s'habituent. C'est ça. Ils sont Et plus puis, forts. les insectes bénéfices, ça permet un ciblage plus précis, une plus grande adaptabilité. Quand vous mettez des coccinelles, c'est les pucerons que vous allez chercher. Donc, si vous avez des pucerons, vous essayez de contrôler les pucerons. Vous n'essayez pas de contrôler d'autres choses. C'est ça. Donc, c'est ça qui est la chose. Donc, un ciblage, comme tu dis. Puis maintenant, bon, ça, c'est les avantages. Maintenant, les inconvénients du contrôle biologique, parce qu'il y en a. Bon, quand le cas des insectes bénéfiques introduits, OK, ce qu'on achète, c'est parfois difficile de se procurer des insectes. Ça l'est moins. Maintenant, il y a des compagnies au Québec qui vous envoient ça par la poste, là. Mhm. OK, donc vous recevez vos insectes par la poste dans de très bonnes conditions. C'est délicat d'introduire des insectes bénéfiques. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont sensibles aux conditions de température et d'humidité. Ils ont été faits en laboratoire, si vous voulez. Et là, quand vous allez les mettre dans la nature, ben là, ça va être plus compliqué un peu. Il faut prévoir les interactions négatives entre les insectes bénéfiques et naturels et ceux qui sont introduits. Et on n'est pas entomologue. C'est là que tu dis que c'est moins clair. Habituellement, les professionnels l'ont fait pour vous et ce qu'ils vous vendent, c'est pour ça qu'il faut s'adresser à des gens qui connaissent leur affaire, là, pas n'importe où, pas quelqu'un qui fait ça dans son sous-sol puis qui vous envoie ça. Là. Ils vont le savoir, c'est quoi les interactions, puis ils vont vous le dire. Donc, c'est compliqué d'identifier les mauvaises introductions potentielles. Des fois, on ne fait pas les bonnes choses, donc c'est un peu compliqué. Et puis, les coûts qui sont les coûts directs en achat et en transport, qui sont plus élevés que ceux d'un produit pesticide. Mais à long terme, comme il y a moins de dommages à l'environnement, les coûts indirects sont moins élevés. Donc, oui, c'est un peu plus cher au départ, mais vous n'utilisez pas de pesticides, donc c'est un avantage aussi pour les plantes. Donc, ça demande une prise de position, puis ça demande une réflexion quand on s'en va dans ce sens-là. Absolument. Mais à long terme, c'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous vous passionnez pour la culture des fruits? Je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier, facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruitiers grimpants. Si leur histoire vous intéresse, Étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On a dit qu'on n'est pas ni climatologue, ni entomologue, ni horticulteur pour plusieurs d'entre nous. Alors, toi, comment on introduit... Horticulteur, ça, je toi, coche. Oui. Et entomologue, non. Et climatologue, non, Non. plus. Mais horticulteur, je coche. Tu coches, mais pas moi. Moi, je suis sur la coche, mais je coche. Alors, pour introduire les insectes bénéfiques,
Ben, c'est on relâche des insectes vivants à proximité des endroits où on a constaté les dégâts. Donc, on voit qu'on a, je sais pas, des pruniers avec du puceron. Ben là, c'est là qu'on va aller, c'est dans cet arbre-là qu'on va aller porter les insectes bénéfiques. Direct. Mais en général, on établit un seuil avant d'intervenir, à cause du prix notamment. On fait une intervention quand on voit qu'on va commencer à perdre le contrôle. Là, ou que d'année en année, c'est compliqué. Là, ben à ce moment-là, on va commander ces insectes. Là. Mais si on n'a pas besoin de ces insectes-là, bon, si on voit que c'est pas grand-chose, il y a d'autres, on peut couper, on peut passer un coup de jet, on peut régler certains de ça, on peut ramasser à la main. OK, tu dis un coup de jet, mais vraiment d'eau Ouais, avec pression. Mais par exemple, si vous avez des pucerons sur une ou deux tiges de pommier, ben vous coupez ces deux tiges-là, vous les écrasez, puis ça va de finir. C'est introduit sous forme de larves, de nymphes et parfois même d'insectes. Donc, on se retrouve avec, quand vous achetez, vous avez des choses, des petites des trucs. La dissémination, elle se fait de plusieurs manières. Manuellement, alors les insectes sont conditionnés dans une bouteille avec ou sans matériaux inertes. Tout simplement, vous ouvrez la bouteille, vous saupoudrez le feuillage à l'endroit infesté. On vous conseille en général de laisser la bouteille ouverte à côté de la plante pendant une journée pour être sûr que tous les insectes qui étaient dedans sont partis. Ça va migrer. Bon. Parfois, ils sont dans les sachets. Ils sont enfermés dans les sachets. Pauvre bête. On coupe le coin et on les fixe à l'arbre ou à l'arbuste ou à la plante. Donc, on les met là. Parfois, c'est des cartes. Les insectes sont installés sur un morceau de carton prêt à émerger. En fin de compte, c'est des larves ou des nymphes qui sont là. Puis ils vous arrivent souvent dans de la glace. Puis quand vous allez les mettre, puis vous allez les conserver au frigidaire quand vous avez besoin de les conserver. Mais quand vous allez les mettre à l'extérieur, la chaleur va les faire partir. Mais tu sais quoi, Bertrand? Si tu as des enfants, puis tu fais vivre ça à tes enfants, tu sais, t'es fait observer. Ben oui. Les insectes sont souvent mais assez tu les gros. vois pas, hein? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y en a qui sont tellement petits, puis très rapidement, ils vont partir, puis tu les vois pas. Là. C'est pas évident. OK. Là. Par arrosage ou pulvérisation, on les mélange avec de l'eau avant d'être pulvérisés et pendus. Dans le gazon, c'est le cas des nématodes. Les bons nématodes qu'on va utiliser dans le gazon pour tuer les vers blancs. Mm-hmm. Tout simplement par arrosage. Et puis, par pulvérisation, les insectes sont ajoutés dans une poudre mouillable, mais il faut avoir les bons systèmes de pulvérisation parce qu'il faut qu'ils passent à travers les trous de pulvérisation. Là. Ouais. Donc ça, c'est moins commun. Là. Alors, comment on favorise la présence de bons insectes? Là, on vient de voir comment on les intègre. On les intègre, mais là, on peut ne pas les en intégrer, favorise? on peut favoriser les naturels. Donc, je vous ai donné les plantes qui les attiraient et tout ça, mais oui. on peut faire aussi des hôtels à insectes ou des condos à insectes. On en a. Donc, c'est très simple. C'est une structure de bois. Puis on peut récupérer une vieille caisse, on peut récupérer tout ce qu'on veut. Donc, mais tu fabriques ça toi-même, tu n'achètes pas Absolument. nécessairement ça, là. Donc, ce qu'on va mettre, c'est des tiges creuses et sèches de plantes, des fagots de vieilles branches, de la paille, de l'argile, des bûches, des briques, des morceaux de branchage, différents diamètres. Donc, c'est des nichoirs pour la reproduction puis des espaces de protection. Tu mets ça au sol et tu peux suspendre ça aussi? Suspendu, il faut que ce soit en général. Oui, il faut que ce soit. En général, c'est au-dessus du sol. Soit c'est. Alors, si c'est un petit truc à faire, vous pouvez le suspendre. Soit c'est un plus gros, vous pouvez le mettre sur des piquets puis le mettre un petit peu en hauteur. Il y a différents. Il y en a des tout petits, des hôtels à insectes. Moi, j'ai ça dans une boîte qui fait 20 cm par 20 cm. Puis j'en ai fait un à Boucherville pour le jardin du 350e. Il fait 6 pieds par 4 pieds. Là. C'est ça. Parce que c'est un grand jardin, donc il est plus gros. Donc, ouais. On peut... Et tu les mets pas par terre parce que tu attirerais des insectes de sol. Ouais, alors que ça, c'est autre chose que tu veux attirer. Puis on les met, donc, la partie ouverte, parce qu'en général, il y a une partie ouverte, une partie fermée. La partie ouverte au soleil du matin, au sud-est, dos au vent dominant, donc pas au vent dominant, et le plus près possible des arbres et arbustes fruitiers. Donc, c'est un hôtel de luxe. C'est un hôtel de luxe. Ils ont l'arrière chauffé. Oui. Il dit oui. Pourquoi les hôtels à insectes, c'est controversé? OK. Avant, peut-être, je vais peut-être juste vous dire une petite information que j'ai oublié de vous donner. C'est que quand vous avez fait un hôtel à insectes, vous allez trouver sur Internet des exemples d'hôtels à insectes où là, ils vous disent, vous mettez telle chose pour attirer tel insecte, puis tel insecte. C'est très compliqué, là. Moi, tu fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Non. Je mets tout ce que je vous ai donné, de l'argile, toutes sortes de trucs là-dedans. Je mets tout ça, puis j'attends que les insectes viennent. Puis s'ils viennent, tant mieux. S'ils viennent pas, tant pis, là. Je leur offre le condo, je leur offre le truc, mais c'est compliqué la vie à commencer à essayer de trouver la bonne plante qui va attirer le bon insecte pour être sûr, là. Ça devient compliqué. Compliquez-vous pas la vie. C'est peut-être pour ça que c'est controversé, parce que
C'est ça. Ça demande tellement d'affaires, tu te lances même pas Mais dans c'est l'expérience. controversé pour une bonne raison. Ouais. C'est que c'est un produit qui vient... Ce qu'on achète quand ils sont tout faits, c'est un produit qui vient d'Asie. Ouais. Et donc, c'est ce qui est dedans, c'est pas des plantes indigènes. Donc, c'est des bambous, puis peut-être que les insectes n'aiment pas ces bambous-là. Mhm. Donc, ça, c'est à éviter ce qui vient. Maintenant, l'autre controverse, elle vient du fait que les gens pensent qu'un hôtel à insectes va remplacer la biodiversité. Faux. L'hôtel à insectes est un complément à la biodiversité. On commence par faire de la biodiversité et une fois qu'on a fait de la biodiversité, on rajoute un hôtel à insectes. Donc, on peut faire de la biodiversité sans hôtel à insectes, mais on ne peut pas faire d'hôtel à insectes sans biodiversité. Voilà. OK? Donc, c'est très important. Fait que tu rases pas, admettons, tu rases pas un boisé, puis tu dis on va mettre des hôtels à insectes autour. L'exemple suprême. Là. OK. Donc, c'est vraiment ça. Biodiversité et hôtel à insectes, mais hôtel à insectes tout seul pour remplacer la biodiversité, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, voilà qui est clair. Alors, globalement, comment contrôler les insectes ravageurs sur les fruitiers? Là, tu nous as donné un paquet d'approches. Puis ça va être bon aussi pour les légumes, avec modération, tout le temps, toujours à latitude. Ramassage à la main des insectes avant de commencer. Si on a quelques insectes, les enfants peuvent participer. Oui. Les plus faciles à détecter, c'est les vers gris, les vers blancs, les hannetons communs, les scarabées japonais, les chenilles, les charançons, les cochenilles, les pucerons. Et je vais rajouter les chrysomèles, là, c'est facile à ramasser aussi. Aussi, couper une petite partie des tiges ou des feuilles, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Qui sont attaqués. Ou utiliser de manière raisonnée des biopesticides. C'est-à-dire que si vous avez un petit foyer d'infestation que vous n'arrivez pas à contrôler, un biopesticide peut faire l'affaire, mais c'est peut-être pas la peine de faire toutes vos plantes du jardin à ce moment-là. Hein. Juste, c'est vraiment le contrôle. On passe de l'éradication totale. T'enlèves les radis, finalement. T'enlèves les radis. Non, c'est pas ça du tout. Arrête, là, tu es en train de mêler tout le monde. Là. Non, c'est... De la guerre totale, on passe à la guerre soft, là, c'est-à-dire qu'on essaye de contrôler. Et c'est très important, je reviens là-dessus. Question d'attitude. Est-ce que j'ai besoin d'intervenir? Est-ce que la nature ne va pas intervenir pour moi? Je vais surveiller, je vais monitorer, je vais voir. Je vais donner un exemple, c'est que 2 enfants qui se chamaillent. Est-ce que tu interviens automatiquement? Pas forcément, tu les laisses un peu chamailler. Si tu vois que ça s'en vient une bagarre à coups de poing puis que ça saigne, là, t'interviens, tu sais. Mais c'est un peu ça, là. Tu sais, si tu vois que ça ne met pas en vie la vie de ta plante en jeu, puis ainsi de suite, tu dis, bon, OK, on va laisser aller les choses, et puis on va voir comment ça se truc. Si ça devient un pugilat entre la plante et les insectes, ben là, tu interviens. Alors, on peut dire qu'il y a eu un livre qui s'appelait « La cuisine raisonnée ». Pour ceux qui se reconnaissent, ça a été réédité d'ailleurs, mais on pourrait dire que c'est la culture maraîchère raisonnée. Je t'arrête parce que c'est pas tout à fait ça. Il y a encore un autre truc qui s'appelle la lutte raisonnée qui n'est pas tout à fait ça non plus. Ça, c'est ça, c'est du contrôle biologique. Okay. On s'arrête là. On s'arrête là. Donc, il y aura peut-être un livre sur la cuisine biologique. Oui, ça doit exister. Ils l'ont fait déjà, c'est ça. Alors, on a fait pas mal le tour de la question. C'est éternel. On peut peaufiner tout ce que tu as dit, aller plus loin, mais on a fait le tour. C'est ça. Alors, vous allez sur radiolégumes.com pour voir toutes les listes de plantes qui peuvent attirer, repousser, etc., les insectes. Vous cliquez sur Subscribe, puis vous restez informé des parutions. Je voudrais remercier Garant, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles pour l'assistance technique. Merci beaucoup, Bertrand. Plaisir. Nous voici maintenant armés pour une lutte gentille. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.